Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu bear, c'est-à-dire qu'on va se remettre un petit peu les idées en place par rapport à où on en est. Alors, il y a des très très bons signaux, bien évidemment, mais on va quand même regarder des petites choses qui peuvent peut-être être, on va dire, nous montrer que on pourrait éventuellement corriger un peu plus et pas forcément atteindre les 25,2. C'est pas forcément le scénario que je privilégie, mais de temps en temps, c'est bien de se remettre un petit peu l'église au milieu du village, de regarder un peu, voilà, d'être ouvert à tous les scénarios, histoire d'être prêt en cas de chacun des scénarios qui puissent se produire. On est là sur le BTC face au dollar, comme d'habitude, contre Binance, et en unité de temps 4 heures. Eh bien, concrètement, il semblerait qu'on ait cassé une trendline très vieille, une résistance qui nous empêchait réellement ici, pour le moment, d'aller plus haut. C'est un petit peu la pente de toute la correction qu'on a faite jusque-là. Et vous voyez que effectivement, on était ici sur des points où à chaque fois on tapait dessus. Le problème que j'ai avec ça pour le moment, mais c'est pas vraiment une certitude. On va plutôt regarder sur l'index. C'est que théoriquement, ce genre de biseau, quand ils se forment comme ça, alors ils sont pas forcément extrêmement bien formés en haut, etc. C'est pas forcément exactement comme ça, mais ça fait longtemps moi que j'appelle à une correction, on va dire vers le haut d'une 4. Qui n'avait pas eu lieu jusque-là, on n'avait jamais touché. Vous voyez que effectivement, si je prends cette droite-là, peut-être que là, on était sur effectivement la 4, c'est tout à fait possible, mais sur cet élargissement descendant, ça serait assez propre de faire quelque chose comme ça en fait, c'est-à-dire une rotation partielle au milieu pour la 5, et là qu'on ait malheureusement un rejet. Pour le moment, c'est pas ce que semble nous dire le prix, il a l'air de plutôt passer dessus, mais on n'a pas eu cette accélération qu'on aurait pu demander au moment où on l'a passé. Peut-être qu'on va l'avoir maintenant, hein, c'est tout à fait une possibilité, mais peut-être que il y a des choses, des news qui se préparent, des choses, je sais pas, qui vont faire que finalement on pourrait éventuellement au moins égaler ou reperdre les 15 000 $. Comprenez que c'est pas mon scénario privilégié, mais c'est un scénario que sur la chaîne, moi, je défends depuis plusieurs mois, c'est-à-dire quand on était, par exemple, ici, je disais on va faire une flat. C'est-à-dire que au moment où on était là sur juste avant FTX, je disais oui, on va avoir un joli mouvement pour éventuellement, que Bitcoin revienne autour des 25 000 $ et que comment ça s'appelle, Ethereum aille à 2000 $, c'était ce que je défendais sur la chaîne, c'était vraiment mon scénario le plus privilégié. Et puis on a eu FTX où on a perdu cette espèce de range en fait, qui était potentiellement en train de se mettre en place au travers d'une flat. Et puis après je disais on aura une 4 et puis on dégage. Est-ce que FTX a précipité en fait la fin de 4 ? C'est-à-dire que là, le prix était censé monter jusque là et revenir faire une touchette sur cette grande résistance jaune qui est une résistance historique aussi, qui était un support historique qui est devenu une résistance désormais. Est-ce qu'on n'a pas eu ça à cause de FTX, événement endogène, et pourtant on l'a eu sur les actions, hein. Vous voyez que sur les actions, sur le S&P, c'est exactement ce qui a été fait. Et donc la grande question ici, c'est comment on entrevoit cette 4. Est-ce qu'on se dit qu'en fait elle a trouvé un terme prématuré ici, auquel cas on privilégiera plutôt ce type de figure, c'est-à-dire une sorte de canal descendant qu'on a ici retesté et que ensuite on a réussi à passer. Finalement l'accélération elle a eu à la cassure de ce canal, et là vous voyez que je vous donne un scénario qui redevient plutôt bull, hein. Et donc du coup la structure n'en a été que modifiée. Pour moi, ce qui est important dans des figures comme ça, c'est que les points 1 et 3 soient alignés et que les points 2 et 4 soient alignés. Ici, une rotation partielle dans un canal descendant, pourquoi pas. Généralement, on préférerait vraiment que le 5 soit sur la même ligne que le 1 et le 3. Donc ça aurait été vraiment le cas d'école. Maintenant, ça arrive, ça voudrait dire qu'elle est très légèrement élargissante et que on serait plutôt dans un élargissement, mais très fin. Voilà. Une rotation partielle ici, on la privilégiera vraiment. Si jamais, par exemple, on dégage, on ne privilégiera pas forcément le fait d'aller toucher les 6 000 $, d'aller toucher plus bas, etc. Si là, on se met à réintégrer
totalement la figure. On privilégiera pas ça, mais on privilégiera plutôt une rotation partielle, c'est-à-dire après on ne sait pas exactement où elle aura lieu, hein, mais potentiellement venir juste prendre la liquidité sous les 15,4 et puis ensuite repartir haussier. Donc très important ça. Est-ce que l'événement endogène FTX qui a occasionné ça, en fait ça nous a prématuré la 4 ici, qui pour moi vraiment était en train d'aller ici toucher, on allait sur les 25 000 $. Si jamais on avait suivi les actions à ce moment-là, si jamais tout s'était fait comme ça aurait dû, eh bien on aurait eu notre 4 ici. Ou alors est-ce qu'on est en train de faire cette 4 ici avec un petit peu de retard et finalement est-ce que la crypto ne va pas à un moment donné peut-être retracer? Voilà, ça c'est la question qu'il faut se poser. Tout le monde est vachement boule en ce moment. Tout le monde est... Donc moi j'aime bien ici quand même dire oula attention, on se calme, on regarde, on voit ce qui se passe d'abord et puis ensuite voilà, pour le moment on est sur un point critique. Pour moi il n'y a pas eu d'accélération au moment où on l'a passé et ça me pose souci. La deuxième chose qui me pose souci, et du coup je vais mettre en... Si on a une MA là, on en a pas deux malheureusement. Je vais mettre en pause une petite seconde. Voilà, donc là je vous ai mis indicateur, là une MA 200 et une MA 50 et on est en weekly. Globalement, vous voyez qu'on n'a jamais sur le BTC, ça n'est jamais arrivé, fait de death cross sur ces moyennes-là en weekly. Vous voyez également, et ça c'est relativement connu et absorbé comme histoire, que la MA 200, elle fait toujours globalement office de support, c'est-à-dire qu'on vient en général la tester, mais on passe pas extrêmement longtemps dessous. Et là on arrive au point un peu fatidique, où en fait, on a deux choses en même temps, on a trois choses en même temps, et je tiens ça de une vidéo que j'ai regardée sur YouTube, je sais plus, mais bon voilà, mais c'est quand même assez intéressant. On arrive pile au point où ces deux moyennes sont en train de croiser, c'est-à-dire une death cross, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de Bitcoin. Et puis, on arrive au point où, en général, on sait que quand on revient tester les moyennes, vous le voyez là, ici, eh bien, elles agissent soit comme support, soit comme résistance. En tendance baissière, par exemple, il peut arriver qu'elles agissent comme résistance. Bref, on sait que les moyennes mobiles, généralement, ont quand même un rôle à jouer. Alors moi, je les trade pas, personnellement, je les trade pas plus que ça. Mais vous voyez ici qu'on vient de faire la toute première death cross de l'histoire de Bitcoin sur la MA 50 et la MA 200 en weekly. Donc du coup, peut-être également parce qu'on manquait d'historique, hein, vous comprenez qu'une MA 200 c'est 4 ans en arrière, donc bien évidemment. Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que le prix s'approche de ces deux moyennes qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que ici, si par exemple on tapait le 25 après-demain, admettons, ou dans la semaine, ou quoi que ce soit, eh ben on aura quelque chose qui sera, on va dire, comme une forme de double résistance. Donc voilà, je dis juste attention à ça. Il faudra bien surveiller également comment ça se passe à ce moment-là. Pour l'instant... Et pour moi, il y aura vraiment un pivot important dès qu'on passe le point ici des 25 200. Pourquoi ? Parce qu'on fait un nouveau plus haut en fait. Hein. Si on regarde les niveaux vraiment macro, on va dire, les grandes vagues, vous le voyez ici, parce qu'il faut voir les choses un peu comme des vagues. Et bien quand on aura passé les 25 200, on fait le tout premier nouveau plus haut macro, on va dire, puisque pour moi... je vais vous le faire comme ça. Pour moi, ça c'est une grande vague. Ça c'est une vague aussi. Vous le voyez, hein, on les voit, c'est pas très compliqué en weekly, surtout en weekly. Voilà, vous le voyez, on a vraiment ici quelque chose de relativement propre. Et donc du coup, ce qu'on peut se demander ici, eh bien, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais on n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire tout simplement, là, si on n'arrive pas à passer les 25 200, on aura effectivement pas de nouveau plus haut, macro. C'est-à-dire ici, on n'aura pas réussi à prendre ce niveau-là. Pour le moment, on a un plus bas ici, mais c'est pas, pour moi, ce W-là n'est pas un W, on va dire, qu'on va qualifier de macro également. Donc peut-être aussi qu'on aurait besoin, soit on le dépasse effectivement, et là ça serait super, soit on aurait besoin de revenir faire ici un deuxième point macro en dessous. Donc voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles moi ça me paraît important de temps en temps de se poser, de regarder, de dire bon, qu'est-ce qu'on a breaké, où est-ce qu'on en est exactement, etc. Plutôt que de crier à la lune nécessairement. Et ça a été un de mes premiers défauts pendant très longtemps, hein, de dire ça y est, on est reparti, d'avoir un biais tout le temps haussier.
Mais finalement, il m'en a coûté quelques USDT, donc du coup, voilà, je préfère ici quand même dire attention, on est sur des niveaux, effectivement, c'est une très belle bougie, c'est une vraie bougie de rupture qu'on a eu là. Maintenant, voyons voir déjà qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là, et là, on y est justement. Donc voilà, important pour moi de faire ce petit point-là. Sur la stablecoin dominance, si je la retrouve, elle est là. On va ici se mettre... Donc voilà, sur la stablecoin dominance, globalement, il faut le voir comme un canal. Hein. Elle a toujours agi comme ça jusque... Enfin là, j'ai que depuis 2020, mais si je vous mets sans l'USDC, par exemple, vous voyez que depuis 2017-2018, la création des stablecoins, eh bien, c'est un canal d'adoption, en fait, des stablecoins. Et chacun des hauts de canal, on va dire, se trouve être un bull market. Et chacun des bas de canal se trouve être, une correction importante. Donc, pardon, c'était l'inverse. Haut de canal sur la stablecoin dominance, vous m'avez compris. Bas de canal, c'est un bull run. Donc là, la question, on est un peu au milieu. La question qu'on peut se poser, c'est si on allait tout de suite en bas, par exemple, en continuant la pente qu'on a là, hein, je pense que c'est intéressant de se poser la question, à quel niveau on en serait sur Bitcoin à dominance égale, hein, bien évidemment. Donc vous voyez ici que si on va chercher ça, on chercherait à peu près la semaine du 25 avril. On pourrait se mettre en daily ici pour y voir un petit peu mieux. Si on va chercher donc pile poil ce point-là, on serait très exactement au niveau du 5 mai. Donc c'est intéressant peut-être d'aller voir, de se dire ah, peut-être que sur ce run-là, on ne sera pas aussi haut nécessairement que ce qu'on pense. Voilà, c'est ça un peu l'idée de la démarche, vous le comprenez. Idem, bon, si on regarde, vous le voyez là, avec le BUSD, on est très légèrement sorti du canal. Bon, ça c'est des déviations, c'est normal, ça se fait des fois. Et puis là, pareil, on est à peu près au milieu du canal. Et ce qu'on va rechercher, c'est plus ou moins, si on continue sur la même pente, admettons, bon, ça prendra peut-être plus de temps, peut-être qu'on sera un petit peu plus haut. Mais la question étant, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Et là, je pense qu'on est à peu près autour du 5 mai aussi, hein, quelque chose comme ça. Ouais, 11 avril, si on se met au 5 mai, on serait plus haut que si on considère vraiment toute la stablecoin ici. On va peut-être prendre celui-là, ce sera peut-être plus donc on serait ici à peu près, si vraiment on descend aussi fort, aussi vite, 18 avril 2022. Donc vous retenez ces dates, 18 avril et 5 mai, on va aller voir quels étaient les prix sur Bitcoin à ce moment-là. Donc le 18 avril, daily. Le 18 avril, on était quelque part par... alors, excusez-moi, je vais virer ce truc-là, le License Agreement. Voilà, on va y voir beaucoup mieux. Donc, on a parlé du 18 avril et du 5 mai. Le 18 avril, on était quelque part par... J'y vais y arriver. On était quelque part autour des 40 000 $ le 18 avril. Alors bon, moi vous me dites ça, je signe tout de suite, hein, c'est bon, déjà un rallye de soulagement aux 40 000 $. Ça serait effectivement un retour en zone de vente. Après, il est possible aussi qu'on rampe un petit peu en bas du canal ou qu'on pète le canal vers le bas. Hein. Un modèle, c'est un modèle. Bon, voilà, si jamais ça pétait, ça pèterait. Hein. Voilà, il faudrait prendre un autre modèle. Et le 5 mai, on était globalement au 36 000, 36-37, voilà. Ouais, c'est ça, 36-37. Donc voilà, donc aussi se dire que, bon, admettons que ça soit un bear market rally, admettons qu'on soit pas nécessairement sur quelque chose où on va tout de suite aller chercher des ATH, etc., et des choses comme ça, ce qui, moi, personnellement, est quand même plutôt mon avis hein, à ce stade, mais bon, ça nous empêchera pas de faire des jolis profits sur les alts, etc. Le problème ici, c'est que, bien évidemment, il faut pas se dire tout de suite, bon, ça va tout défoncer, c'est bon, nouvelle ATH bientôt, cette année, le halving en 2024, etc. Ne vous faites pas des films. Bitcoin, il est là pour nous surprendre, il est là pour nous faire mal. C'est une grosse machine à laver et du coup, bien évidemment qu'il fera exactement ce qu'on n'attend pas de lui. Et donc du coup, peut-être que en l'occurrence, on pourrait peut-être par exemple s'installer dans ce type de range pendant un certain temps, ça c'est un exemple. On pourrait aussi faire une très belle correction et puis finalement tout le monde est un peu trop optimiste, on a beaucoup trop de longueur, etc. Donc revenir tester finalement ce top qui au niveau macro n'a pas encore été, ce bottom pardon, qui au niveau macro n'a jamais été retesté, les 16 000, donc attention à ça aussi, ça voudra pas dire que c'est terminé, que c'est la fin, etc. Mais c'est tout à fait une possibilité. Et également ici, à partir du moment où on a pour moi potentiellement, en fait on a deux scénarios ici en Elliott. Soit ça, c'est une flat étendue,
C'est-à-dire une vague de 3 qui dépasse sa racine et une vague de 5 qui s'étend au 1.618. Pour le moment, ça serait très propre pour être dans ce scénario-là. Ça serait vraiment quelque chose de propre. C'est pas des cas qui arrivent extrêmement souvent. Et c'est pour ça, moi, que j'ai au début privilégié la flat. Donc oui, j'ai fait des points d'achat ici sur Bitcoin qui étaient autour de 32 000 $ dans ces eaux-là, parce que je me disais, c'est possible qu'on fasse une flat et qu'on reparte. Et donc, du coup, ensuite, voilà, on a privilégié des niveaux peut-être un petit peu plus bas, puisqu'on était potentiellement sur une étendue. Dans les autres choses qu'il faut se dire ici, c'est que si on regarde les actions, à l'inverse, ça j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais on fait un point un peu bear, donc du coup on refait un point là-dessus. Sur les actions, pour moi, on n'a pas eu cette espèce les trois vagues de 3 dont une dépasse la racine avant. Vous voyez que là on était décorrélés en fait à ce moment-là entre actions et Bitcoin, ou plus ou moins en tout cas. Pendant l'été 2021, on était pas mal décorrélés. Quand on a très fortement chuté sur la crypto, le S&P finalement continuait à monter. Et en l'occurrence, là, pour moi, sur les actions, il est possible qu'on soit au tout début d'une plus grande correction. Donc ça irait peut-être dans le contexte de se dire, on va avoir une récession. Là, effectivement, on fait une ABC de soulagement suite à 5 vagues, et on fait notre fameuse ABC ici, que vous voyez ici, le rallye de soulagement. Pour moi, il peut très bien retourner à sa racine aussi, c'est-à-dire, on peut faire un nouvel ATH, c'est possible sur S&P. Et ça rapidement, avant l'été, etc. Mais pour moi, il est censé trouver sa fin autour des 4004. Voilà, c'est ça mon point où je commencerai à dire, attention sur les actions, il y a des risques de correction qui sont relativement forts. On sera pile poil dans une zone de rechargement institutionnel pour shorter. On sera également pile poil sur ce type de mouvement où la vague C est égale à la vague A reportée en bas de B, donc c'est des choses qui arrivent relativement fréquemment. Et puis on sera pile poil, je pense, sur les 61,8 de retracement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça serait le cas d'école entre guillemets, voilà. Et puis ensuite, moi ce que je vois, c'est soit on fait une 5 très rapide, c'est-à-dire on ne perd pas ici le point bas, c'est-à-dire en fait ça nous donne un petit peu une zigzag tronquée et puis après on repart. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est on rentre dans une année de récession assez forte où les actions viennent rechercher. Et là, on a mis sous le niveau Covid, c'était plus ou moins d'ailleurs également, on a reporté cette vague-là en haut de celle-là. Pareil, le cas d'école un petit peu. Alors là, maintenant qu'on a les vagues finales, on peut peut-être le faire un peu mieux, parce que là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus longue. On va le faire avec un Fibo. Donc là, vous prenez le Fibo, vous le mettez tout en haut de la première vague, vous le mettez tout en bas de la deuxième, vous le mettez tout en haut de ce que vous pensez être la troisième vague, et non, c'est à peu près ça, non, on est au 1 pour 1, là. Si on remontait ici à ce stade-là, vous voyez que ça nous mettrait le S&P autour des 3003, alors qu'actuellement, il évolue autour des 4100. Puisqu'on est sur le S&P, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous a donné aujourd'hui, et c'était pas fameux. On va se mettre en 15 minutes, ouais. Alors, c'était pas fameux, au sens où il était dans un très joli canal, là, très algorithmé, très propre, vraiment très joli canal. Il nous l'a perdu. Il n'est pas nécessairement venu chercher la liquidité qu'il y avait ici, ce qui est plutôt étonnant. Donc pour moi, ça, c'est dans les tuyaux pour demain ou après-demain, mais c'est plutôt étonnant qu'il ne soit pas venu prendre ce niveau-là au 4100. Il s'est arrêté juste avant, là, il a dévissé. Il a ouvert en gap baissier, il en a fermé une partie, vous le voyez. Il avait ouvert en gap baissier, il a commencé la session en fermant une partie du gap, et puis finalement il s'est ravisé, il est reparti vers le bas. Là il est 19h08, je ne serais pas étonné que la séance se retourne, et que finalement, soit violemment, et on vient chercher les 4100 aujourd'hui, soit on temporise un peu dans la zone, et on viendra chercher ce gap demain. Peut-être qu'en tout cas on serait peut-être haussier demain sur S&P. Sur BTC, à proprement parler, vous voyez qu'on a fait une analyse à long terme. On va maintenant zoomer un petit peu plus sur l'histoire. On va se mettre en 4 heures. Donc BTC, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ce week-end, il nous a fait un joli pump. Là, aujourd'hui, je pense qu'il est venu fermer son gap CME. Je pense qu'il y avait un gap CME qui s'était ouvert, du coup, hier. Oui, tout à fait. Alors, il était tout petit. Mais on va dire entre la clôture vraiment et l'ouverture, il avait tout ce gap à fermer. Effectivement, ça a été fait dans la journée, donc ça c'est très propre. Après, du coup,
On devait venir chercher à peu près les 23 000, c'est à peu près ce qu'on a fait également. Pour le moment, il est à 23 100. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que on est venu prendre de la liquidité un peu au milieu de rien. Donc, je serais plutôt fervent d'une correction plus importante. Voilà, c'est potentiellement quelque chose. Donc là, on va tirer un peu ça. Parce que ça serait tout à fait possible de revenir tester à nouveau ce niveau-là. Et puis, pour moi, on n'a pas pris encore la liquidité qui se trouve ici. Là, il y a des poches de liquidité importantes. Donc, pour celui, on va dire, qui voudrait longuer, imaginez que vous êtes une grosse institution, vous avez besoin d'énormément de contrats. Si vous achetez énormément de contrats au marché, bah, soit vous allez arrêter le prix et vous n'allez jamais toucher tous les contrats que vous voudriez, soit il va vous falloir typiquement ce genre de poche pour pouvoir faire votre business. Si vous êtes une très grosse institution, vous allez avoir besoin pour longuer de énormément de contrats vendus en même temps. Et on peut imaginer que sur ce point-là, il y a énormément de stops, tout simplement, de gens qui étaient longues et qui du coup, si jamais on touche ce niveau-là, eh bien leur stop va être touché. Et c'est exactement ça que vous voyez quand, comment dire, on fait des bougies ou en fait qui ont juste des mèches là comme ceci, vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'on vient percer ici sur à la fois les liquidations des uns et des autres, donc ceux qui sont liquidés, et les stops également de ceux qui ferment leur position, donc qui pratiquent un acte de vente. Donc là, par exemple, je pense que ça serait une très bonne zone pour longuer. Encore une fois, si on y va, j'ai aucune certitude là-dessus, mais si on y va, je pense que ça sera vraiment une très bonne zone. Si jamais on n'y va pas, bah déjà venir prendre la liquidité pour moi là-dessous, et puis potentiellement celle qui est également là-dessous. Là, on a aussi deux poches qui peuvent être intéressantes pour ouvrir des positions. Sur la structure, ici, si on avait ce flag, pour moi, il n'est pas terminé. C'est plutôt une rolling flat, etc. Donc, c'est pas extrêmement propre. On avancerait plutôt ici, peut-être un fanion. Et du coup, ça fait des targets effectivement qui sont relativement intéressantes, hein, si on déplace le mât tout en haut, etc. Mais là, on n'a pas eu l'impulsivité. Là, on a eu un début d'impulsivité, mais on n'a pas eu l'impulsivité de ce qu'on pouvait attendre. Donc vraiment, ici, Bitcoin est en train de faire une figure qui est pas très bullish en soi, qui est un petit peu ce genre de figure montante, toute lente, les acheteurs s'épuisent en fait, hein, quelque part. C'est vraiment ça ici, plus ou moins l'idée. Alors, est-ce qu'on peut s'épuiser tout en divergeant et en venant chercher la liquidité au 25,2, bien sûr qu'on peut le faire. C'est-à-dire si on perd pas là cette ligne que vous voyez là, qui correspond également à la ligne de la précédente montée. C'était auparavant là, c'était une résistance sur toute cette zone là, et désormais vous voyez que c'est devenu un support sur toute cette zone là. Donc une excellente ligne d'achat s'il en est. Vous le voyez ici, vous avez des petites mèches dessous, mais c'est une excellente ligne d'achat. Pourquoi pas. Si jamais on la perd, par contre. Pour moi, c'est retour tout en bas de la figure ici. Si jamais on la tient, eh ben pourquoi pas ici refaire des nouveaux plus hauts et puis continuer à grinder comme ça jusqu'au 25 200 jusqu'à un certain moment. En tout cas, chaque top est shorté, sachez-le. Chaque bottom est longué. On est plutôt ici, je trouve, sur la liquidité dans des circonstances à peu près normales. On voit des fois des différences un petit peu où on a effectivement beaucoup de longueur sur un point et du coup, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le prix fait tout de suite le taf et il vient tout de suite les chercher. Donc du coup, ça rééquilibre tout de suite. En ce moment, Bitcoin bouge beaucoup par rapport aux liquidités. Si on regarde du coup les divergences, justement, vous voyez ici que le prix monte en 4 heures, le RSI descend, on a une divergence qui vient de se confirmer ici sur le RSI 4 heures. Encore une fois, les divergences, le problème c'est que ça peut diverger pendant un moment, et puis du coup vous loupez la moitié du mouvement. Mais c'est pas nécessairement en soi un problème, hein. Vous serez quand même bien sorti si vous êtes sorti, bien évidemment. Ici vous le voyez, ça va jusqu'aux 12 heures, hein, où on a vraiment ici le prix qui monte. Là et là, hein, 1, 2 et 3, et on a cette espèce de triple divergence qui, comme là on a baissé sur le RSI, elle vient de se reconfirmer. Si on était reparti et qu'on avait vraiment fait un nouveau plus haut sur le RSI, elle aurait été invalidée, mais là c'est tout à fait le cas. Vous voyez qu'en 12 heures, l'indice de volatilité potentiel, le shop, est chargé. On est quand même sur un RSI qui est autour des 50, qui est en train de repartir vers le bas, donc ça s'appelle peut-être plutôt un mouvement baissier. À l'inverse, si je regarde le daily, le RSI est presque en bas, le stochastique. Moi j'aime bien regarder le stochastique pour me dire le mouvement ira plutôt dans ce sens-là que dans ce sens-là. Quand je recherche d'ailleurs des alts à trader, je vais plutôt chercher un shop chargé et un RSI qui est soit tout en haut, soit tout en bas, histoire de décider, je prends un short ou je prends... C'est relativement simple comme technique, mais ça marche plutôt pas mal.
Donc voilà, attention à cette divergence, ça c'est la première chose. Deuxième chose, en daily, un retournement du stock vers le haut serait une bonne chose. Pour l'instant, il est plutôt en train de partir en bas là. Donc est-ce qu'il va venir visiter le 0? Là, on est autour des 24. Et shop qui est à moitié chargé en daily, mais par contre qui est extrêmement chargé en 12 heures. Et en 12 heures, on voit que le début du mouvement a quand même plutôt lieu vers le bas. Donc en fait, pour moi, on va dire le grand juge de paix, voilà. Oula, je déteste en plus ce genre de... Mais le grand juge de paix, ça sera si on perd tout simplement cette traîne-là. Déjà, vous pourrez dire que si on la perd violemment, eh ben, on a une première chance éventuellement de rentrer quelque chose à peu près dans cette zone. Et si c'est pas le cas, bah, je suppose qu'il y a énormément de stops qui sont sous la figure là. Hein. Le vrai mouvement qui pourrait être ultra fort, c'est que là, tous les gens qui étaient en bas, dites-vous bien qu'ils ont monté leur stop ici. Hein. On est tous au courant, c'est pas un secret. Là, il y a une accumulation de stops de longueur qui est phénoménale, puisque ces gens-là se disent bon, si ça part au-dessus, je remonterai mon stop sous la structure suivante. Hein, et c'est pas un attrape-couillon, c'est une bonne chose de le faire. Je veux dire, on peut pas ici cracher sur le fait de prendre plus de profit. Mais vous avez une chier de stop longueur qui sont ici, et vous en avez une chier qui sont ici. Ça paraît évident. Tout le monde, y compris les institutions, y compris les débutants, y compris se disent je vais mettre mon stop sous la structure précédente. Donc on n'est pas à l'abri d'une énorme mèche. Ça peut se faire en une fois ou en plusieurs jours, hein, mais d'une énorme mèche qui vienne filer les positions finalement autour des 19, effectivement, de tous les mecs. Comme on s'essouffle un petit peu là, c'est pour ça que je vous avance un petit peu ce scénario-là, qui est tout à fait possible, d'une énorme mèche qui, en fait, viennent à la fois, on viendrait remplir un petit peu une zone de volume profile là ici qui le mérite un petit peu. On pourrait même peut-être ici enclencher un petit range, pas repartir tout de suite, ou alors scénario le plus probable à mon sens, c'est que ça soit juste une mèche qui pique et que systématiquement en fait tout ce qui se passe sous la figure là soit racheté par justement ces énormes poches de liquidité dont je vous parlais et de gens qui ont besoin pour remplir d'énormes contrats longs et ben d'avoir le nombre de contrats en face qui effectivement leur permet de le faire. Et donc la poche de liquidité ultime, elle est ici, c'est clair et net. On a une très grosse poche de liquidité également ici, et on a des petites poches de liquidité, ceux des shorters et longueurs plus agressifs avec des gros leviers. Donc eux, ils sont obligés, ils peuvent pas se mettre sous la structure. Ils sont pas forcément rentrés tout en bas de ce mouvement-là, c'est-à-dire que même s'ils ont des gros leviers, ils vont pas venir ici mettre leur stop directement sous la figure. Donc là, comprenez bien que effectivement, on a potentiellement ici des liquidités à venir prendre si on devait encore une fois refill des très gros contrats. On va pas faire Ethereum aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et on est déjà à 26 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un petit point demain un peu plus poussé, mais globalement l'idée est plus ou moins la même maintenant que vous avez le workframe. Vous pouvez très bien ici vous faire les mêmes conclusions sur Ethereum. Ford qui coupe les prix sur ses véhicules électriques, là c'est Tesla qui a coupé les prix en premier, donc du coup ils vont devoir tous le faire plus ou moins sur les véhicules électriques parce que sinon ils vont se faire allumer littéralement l'année prochaine. Ici rien sur nos amis de je sais même plus ce que c'était. Binance qui fait un partenariat avec Mastercard au Brésil, pareil, c'est pas incroyable. Kanto qui surge en trading activity. J'avais vu un truc intéressant, c'est pas grave, ici de l'analyse technique. J'avais vu un truc intéressant sur les NFT sur Bitcoin. Je sais pas si vous avez vu ça. Globalement, il y a un petit peu un débat en ce moment, puisque depuis la mise à jour Taproot, on peut stocker des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et donc du coup, il y a tout un tas de projets un peu fancy qui permettent en fait, pour moins cher même que Ethereum, minter des projets sur la blockchain Bitcoin et les stocker dans les blocs en fait directement. Donc en ce moment, il y a un débat, est-ce que Bitcoin doit servir à ça ou pas? On a les puristes de Bitcoin qui disent que non, on a les gens qui sont plutôt évolutionnels ou qui ont envie d'évolution sur
la blockchain Bitcoin, qui eux sont plutôt pour. Donc voilà, c'est là un peu la question du moment. Ici le S&P qui descend alors que on attaque une semaine, et ça me fera une très belle transition vers le calendrier économique, une semaine très occupée au niveau des earnings et d'un FOMC. Et oui, en effet, on a une très grosse semaine ici qui vient se faxer là. Alors on a eu quelques chiffres aujourd'hui, je pense. Non, il y avait rien aujourd'hui. Demain on aura des chiffres sur le coût de l'emploi, etc., mais pas vraiment intéressant. Par contre mercredi, très très grosse journée, parce que mercredi on aura en plus des gros earnings, je crois. Et donc du coup on a le Employment Report des ADP, donc combien de nouveaux jobs vont venir être en demande au niveau de l'économie américaine. La conférence de Jérôme Powell à 20h30, il y aura l'annonce de la hausse des taux qui sera à 20h. Et également ici, jeudi, on aura quelques trucs sur le marché de l'emploi également, mais surtout vendredi, le taux de chômage du mois de janvier. Donc ici, la semaine est très chargée parce que non seulement on a ça, mais en plus, on a des earnings la semaine prochaine, et les earnings, c'est très important. Excusez-moi. Notamment quand c'est plus ou moins les GAFAM qui donnent leurs earnings, c'est-à-dire les très grosses entreprises de la tech, et c'est important pour nous ça, au sens où les grosses entreprises de la tech pèsent très lourd dans les indices de la tech que sont le Nasdaq 100 et le S&P 500, puisqu'il y a des vases communicants entre les deux. Vous avez de très grosses entreprises tech qui sont dans le S&P 500, bien sûr, c'est normal. Et donc on aura Meta ici qui va publier mercredi, peut-être pas la meilleure journée pour le faire, mais bon voilà. On aura Meta qui va publier mercredi, et donc du coup ça sera jeudi pour Apple, Alphabet et Amazon également. Donc voilà, très important, grosse semaine, hein. Vraiment il y a beaucoup de choses cette semaine, donc ça va bouger dans tous les sens, ça va bouger très très fort. Voilà, accrochez-vous. Si vous êtes en trade, tenez les trades dans lesquels vous croyez vraiment, mais je dirais que les trades avec vraiment des stop loss serrés, etc., essayez d'éviter cette semaine parce que vous allez vous faire prendre tout simplement, et voilà, ça sert à rien de se faire prendre, ou alors vous savez le faire, c'est-à-dire que vous savez que telle news va sortir à tel moment. Personnellement, moi j'aurais tendance à le jouer comment ? J'aurais tendance à le jouer peut-être un petit rallye jusqu'au FOMC, et ensuite un sell de news sur le FOMC. Ça pourrait nous surprendre à l'inverse, c'est-à-dire que, et là c'est pareil du coup, jouer le petit rallye avant le FOMC peut vous permettre de tenir une position plus longue si on fait une grosse mèche pendant ou après le FOMC, de nettoyage des longues. Du coup, le fait, au plus vous le jouez tôt, au plus votre stop sera loin de cette fameuse barrière sur laquelle il faudra venir choper énormément de liquidités sur le fond de la news. Maintenant, il y a d'autres choses également, et alors là, ça va être vraiment une vidéo assez bearish, mais du coup, je pense que c'est bien de faire le point là-dessus aussi. Ici, on a sur Seeking Alpha un article qui nous dit la Fed a besoin d'envoyer un message qui est extrêmement hawkish au marché. Et c'est vrai que ce rallye embête un petit peu la Fed. Il embête un petit peu la Fed parce que d'une certaine manière, ça restaure un peu, voilà, déjà la manière dont les entreprises peuvent se financer, hein. Votre action qui monte, c'est aussi une manière de se financer, donc du coup ça pose un peu des soucis pour la Fed, parce que ça veut dire plus d'emplois, une spirale des salaires peut-être, les prix qui montent, etc., ce genre de choses. Donc ils sont un petit peu contrariés par ça, ils aimeraient bien voir que ça ralentit vraiment, et là on voit que c'est pas le cas. Tout le monde price tellement un potentiel soft landing et un pivot de la Fed en même temps que finalement les marchés vont à contre-courant de ce qu'ils devraient faire théoriquement. Et là du coup on a cet article qui nous dit que finalement Powell devrait nous donner un Jackson Hole bis, c'est-à-dire Jackson Hole, ça avait été un moment pivot où les marchés avaient complètement dévissé parce que Powell avait été complètement il avait dit des choses où il disait en gros il va falloir qu'on détruise complètement le marché, l'économie, etc. Il va falloir qu'on démonte tout ça pour que on puisse enfin avoir une inflation qui soit de retour dans des niveaux acceptables. Et on le voit ici sur les commodités notamment, et c'est vrai que du coup je voulais pas forcément la faire aujourd'hui, mais on va peut-être la faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu une résurgence dans les prix au niveau de l'indice gasoline, par exemple américain. On a eu une résurgence de l'indice gasoline. Sur les commodités, donc la Fed peut pas tellement agir là-dessus, mais on a effectivement des petites choses qui montent. On n'a pas tout qui monte, hein. C'est-à-dire si on regarde en monthly, le mois
Au niveau des commodités, donc ça c'est l'indice des commodités, le mois de janvier, il a quand même été ici plutôt, donc là on réfléchit plutôt au CPI qui va sortir le 14 février, mais dites-vous bien que Powell a quand même les chiffres, etc. et ce genre de choses, donc on a quand même effectivement ici un indice des commodités dans sa globalité qui corrige. Pourquoi? Parce que le blé corrige, parce que le gaz corrige. Allô? Le gaz corrige énormément. Par contre, on a une résurgence du prix du cuivre, d'accord? Et on a une résurgence également du prix de l'indice gasoline, c'est-à-dire, on va dire, le pétrole à la pompe. Alors là, il a recorrigé depuis hier, donc c'est bien, je pense, en tout cas, je ne vous dis pas de bêtises. Pour moi, il était, depuis ça fait 3-4 jours qu'il recorrige un petit peu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur la fin de janvier, on sera plutôt baissier sur cet indice-là. Mais vous voyez que pendant tout le mois de janvier, globalement, là on était 8 décembre, 15 décembre, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, surtout ce mois-là, ici, on a eu quand même plutôt une augmentation du gasoline qui pèse énormément dans ce qu'on appellera l'inflation de l'offre, c'est-à-dire l'inflation des matières premières, etc. Donc au niveau de la bouffe, on est plutôt baissier. Par contre, au niveau du pétrole, on est plutôt haussier à ce stade. Et le cuivre, qui est un très bon indice des prix, puisqu'il y en a partout, il y en a dans l'électricité, il y en a dans les ordinateurs, c'est à la fois une matière première et c'est à la fois un métal précieux, donc il y en a vraiment de partout, nous donne ici une potentielle résurgence de l'inflation de l'offre. Pour ce qui est de la demande, on ne sait pas, mais on a vu qu'effectivement, on avait posté des bons chiffres au niveau de la croissance. Donc, ça met en avant un potentiel effectivement atterrissage en douceur, mais en même temps, attention à ça, parce que du coup, on pourrait se retrouver avec un CPI du mois de janvier qui est à l'augmentation. Je vous ai expliqué dans une vidéo il y a quelques jours qu'on était en train de changer le mode de calcul du CPI, donc peut-être que finalement ça va aider un petit peu à baisser ce chiffre-là. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Peut-être que ça va aider à le baisser et que peut-être on va pouvoir, puisque le mode de calcul a changé, et on va dire que ça devrait donner des CPI qui sont un peu plus bas. Donc voilà. Donc ça, très important pour moi. Effectivement, il est possible. Et donc là, ce que nous dit cet article, c'est soit Powell pourrait nous donner un discours qui est ultra vénère au niveau de l'inflation. Donc dans le ton, ça pourrait être un discours extrêmement énervé. Ou alors, sinon, tout simplement, au lieu de nous donner ce que le marché attend, puisque là, vous le voyez, énormément du marché, 90%, 95% même maintenant. Et c'est dans 2 jours l'histoire. 98% du marché qui attend que on soit à 0,25 points de 0,25%, 25 points de base d'augmentation. Si nous donnait un 0,50, ça serait une grosse surprise bien sûr, mais ça serait pas la première fois que la Fed surprend les marchés et je dirais pas à bon escient, mais en le faisant exprès. Dernière news importante et très bizarre. J'ai vu ça sur un autre channel YouTube également, je me rappelle plus lequel. Mais en gros, si on regarde Big Crypto Alert ici, Big Crypto Alert, c'est en gros qui suit qui sur Twitter, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, c'est un truc qui vous dit que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, en l'occurrence, alors on va essayer de revenir au début. On va essayer de revenir un peu plus bas. Alors il y en a eu pas mal d'autres entre temps, excusez-moi. En l'occurrence, c'est assez bizarre ce qui se passe parce que il y a énormément de gens qui sont des très très grands manias de la crypto et on voit ici tous les grands comptes. Alors excusez-moi, je vous retrouve la news parce que sinon on va pas y arriver. Bon, je vais mettre en pause, sinon vous allez vomir. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc vous avez Terra Money qui suit Poloniex, vous avez Consensus, le tout en 3 heures de temps. Consensus qui suit Poloniex, BitTorrent qui suit Poloniex, Nuri Banking qui suit Poloniex, Decentraland, alors non c'est pas Poloniex là pour le coup, Solana qui se met à suivre Poloniex, un des cofondateurs d'Ethereum qui se met à suivre Poloniex, Barry Silbert, le CEO de Digital Currency Group qui suit Poloniex, les fondateurs de Matic Polygon qui suivent Poloniex, tout ça en quelques heures. Poloniex c'est un exchange qui existe depuis 2014, donc d'un coup, vous avez toute la sphère crypto, tous les grands de la sphère crypto, CoinMarketCap, FTX, Circle, Lop, je sais pas qui c'est, ici, pareil, CMS Holdings, CryptoKitties, Paradigm, Bitfinex, Tether.
Digital Currency Group, encore une fois Sam Bankman-Fried, encore une fois le CEO de Circle, Blockstream. Pourquoi tous ces gens-là, en quelques heures de temps, hein, vous le voyez là on parle de en 7-8 heures de temps, se sont mis à suivre Poloniex? Est-ce qu'il y a une annonce qui va venir de Poloniex? Poloniex c'était un exchange qui à un moment donné a appartenu à Circle, qui après a été racheté par Justin Sun de Tron et qui avait été créé en 2014, et Poloniex en ce moment comment dire en ce moment, enfin en tout cas ça fait un moment, hein. Peut-être vous le retrouvez ici, ouais, donc du coup Poloniex depuis juin 2020 est défendant un procès qui a été intenté par Bitfinex et Tether. Et en gros, le procès dit que les parties ont participé à un schéma sophistiqué qui essayait d'utiliser une innovation disruptive, la crypto, et l'utiliser pour manipuler les marchés, etc., et faire des choses illicites. Il y a une plainte comme quoi la plateforme aurait transféré entre elles, les deux plateformes, donc Bitrex et Poloniex, transféré entre elles des Tether qui, en fait, n'étaient pas backés par des US dollars entre eux. Donc je sais pas exactement, il faudrait que je creuse ici un petit peu plus. Est-ce que ce FUD peut être quelque chose qui a un lien avec Tether? Pour le moment, j'ai pas l'impression, on a un petit dépeg sur Tether, mais j'ai pas l'impression qu'il soit non plus plus important. Ah si, quand même un petit peu là. Il faudrait voir ici sur un mois. Non, voilà, on est toujours au dollar, hein. Il n'y a aucun vrai dépeg sur Tether comme on avait pu avoir ici en novembre par exemple, où on était vraiment tombé au 98. Non, il n'y a pas à s'en faire, voilà. Donc ça serait peut-être pas autour de Tether, peut-être une annonce, quelque chose qui est sur le point de sortir. Je sais pas trop, mais ça paraît quand même assez curieux. J'essaie de vous retrouver ici on va essayer de... N'hésitez pas à aller suivre le Twitter de la chaîne d'ailleurs, hein. Je suis pas un grand Poloniex. Poloniex, bravo. Je suis pas un grand donc ça c'est le Consumer Support. Voilà, c'est celui-ci. Alors peut-être que tous, pour le 9e anniversaire, ils voudraient bien gagner le BTC ou les 9 $, ou l'iPhone 14. Peut-être que Barry Silbert a besoin d'un iPhone 14 comme Do Kwon et enfin c'est possible, hein, voilà. Mais en tout cas, ici le dernier tweet en date de Poloniex, c'est gardez vos yeux sur le marché, eyes on the market. Bon, je sais pas trop quoi faire avec cette espèce de rumeur. Je sais pas trop. On dirait qu'il y a un truc qui se passe en back office en tout cas, où tout le monde dit va suivre l'exchange Poloniex parce qu'il va se passer un truc. Je sais pas. C'est assez particulier. Aucune idée de ce que ça peut être, vraiment. Désolé de pas pouvoir vous en dire plus, mais j'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que effectivement, il y a une espèce de course au fait de suivre l'exchange de Poloniex en ce moment. Alors ça peut être aussi une manière de booster le Twitter, hein. Peut-être qu'ils ont tout simplement lancé une fausse rumeur comme quoi il allait y avoir un truc énorme qui allait se passer et que du coup tout le monde est tombé dedans, y compris les plus grands. J'en ai vraiment aucune idée. Mais bon, ça a le mérite ici d'être mis en avant quand même et d'être dit sur la chaîne puisque voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour ici. On va pas faire la liquidité aujourd'hui parce que c'est relativement normal, on va dire. On n'a pas beaucoup plus de shorter que de longueur, etc. Je vous ferai un point demain là-dessus. On a déjà une vidéo qui fait 41 minutes, donc c'est déjà beaucoup. Suivez bien ce qui va se passer cette semaine parce qu'on a des très 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 grosses news qui arrivent. Pour moi, le CPI le plus important et le FOMC le plus important, c'était ceux qu'on a derrière nous. Ceux-là sont un peu moins importants, ils auront potentiellement moins d'action sur le prix, ils vont moins peser, on va dire, sur le prix, sauf surprise, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, c'est important aussi pour moi de faire cette vidéo-là, de dire... Attention à ne pas non plus tomber dans les panneaux de c'est bon, on retourne. Vous avez énormément de gens qui sont en train de vous dire, de nous dire ça y est, c'est reparti, bull run de folie, ça va être incroyable. J'ai l'impression qu'on a eu un vrai switch ici du sentiment et ce switch il est peut-être un peu tôt pour que ça puisse nourrir effectivement le type de rallye qu'on aimerait avoir. Donc ce que je vous dis là c'est important parce que effectivement
soit ça va nous donner quelque chose d'avorté, soit il va falloir que le prix corrige de manière à ce que le sentiment il rechange à nouveau. Mais en tout cas, voilà, je trouve ici que tout le monde s'enflamme un petit peu trop, alors qu'il faut quand même garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre, surtout sur le marché le plus dangereux, le moins régulier du monde, un des moins probablement liquides. Hein, quand on regarde le carnet d'ordre, on voit que il y a ok, il y a 21 millions de bitcoins et ok, ils ont un certain prix. Pardon. Ok, il y a 21 millions de bitcoins et ok, ils ont un certain prix, là on est d'accord là-dessus. Mais par contre, en fait, en réalité, je pense qu'il n'y en a que 12 ou 18% qui est sur les exchanges. Je sais même pas exactement combien est le chiffre. Du coup, je parle et enfin... Donc comprenez bien que sur la totalité des 21 millions de bitcoins, déjà potentiellement, probablement 4 millions ont été perdus déjà à cause de perte de code, etc. Toutes ces choses-là. Et puis on va dire les bitcoins de Satoshi qu'on peut considérer comme perdus, ou en tout cas à ce stade, si jamais de toute façon à un moment donné il rebouge, bah, c'est quand même un petit peu la fin du bitcoin, enfin la fin du bitcoin décentralisé comme on l'aime, comme on le connaît, comme voilà, tout le monde veut le voir entre guillemets, et tout le monde veut investir dessus. Ici en ce moment on a 11,67% des bitcoins qui sont sur les exchanges, et ça date du 27. Alors si vous voulez vraiment un truc ultra précis, on va vous donner un truc ultra précis. Si on donne la date du 29, on est à 11,676. Ça veut dire que tout le reste, donc admettons qu'il y ait 17 millions de bitcoins en circulation à peu près, peut-être moins 16 millions de bitcoins qui circulent vraiment. Considérez que ceux qui remplissent les carnets d'ordre, ceux qui sont vraiment sur les carnets d'ordre à l'achat ou à la vente, etc., vous en avez que 11,5%. Donc on est effectivement sur un marché qui est totalement illiquide, et c'est pour ça que ça pump. Quand ça pump fort, parce que les gens ils en veulent, mais qu'il va falloir en acheter plus cher. Le prix, le prochain ordre où quelqu'un est prêt à en vendre, eh ben, il augmente d'autant. Comprenez que surtout si les gens en veulent beaucoup, eh ben, à ce moment-là, ça fait forcément des problèmes. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose ici, c'est que il y a un moment donné où il faut quand même effectivement garder la tête sur les épaules et ne pas être prêt aux deux scénarios. Je ne dis pas que je refuse le scénario où on va à 30 000 dans 2 semaines. Je suis complètement pour, et pour l'instant d'ailleurs même tous mes trades, tout ici ce que je fais va plutôt dans ce sens-là. J'ai plutôt tendance à me protéger en faisant des entrées-sorties relativement calculées et en évitant de rester trop exposé, mais pour moi on est quand même ici sur de la bonne belle bougie comme il faut pour aller vers ce type de scénario là. Si jamais on ne laisse pas acheter et qu'on continue à monter, il faudra bien sûr rester dans ce train. L'idée ici n'est pas de vendre tout de suite. On est potentiellement à peine à quelques pourcentages. Si pour quelqu'un qui aurait payé par exemple les 15, les 16, c'est pas pour moi c'est pas encore le moment, on va dire le moment. Enfin après ça appartient à chacun de toute façon. Mais si quelqu'un a payé 100% de ses bitcoins au 15 ou 16, oui c'est le moment de faire une petite vente. Pour quelqu'un qui a DCA sur toute la descente et qui a continué à accumuler entre ici les 18 et les 15-16, qui a continué à accumuler ici sur toute cette descente là, qui a accumulé post FTX aussi, et c'est peut-être pas le moment tout de suite de se séparer de son bag, en tout cas s'il n'a pas besoin d'argent pour vivre. Donc voilà, l'idée c'est quand même ici de garder un peu la tête sur les épaules, ne pas se dire garder du cash au cas où, ça me paraît important ici. Moi personnellement j'ai pas payé ce niveau là. J'ai placé ici que des trades, que des choses comme ça, etc. Le cash que j'ai fait sur mes trades, j'en ai mis une partie de côté en me disant ça, je le sors de mon capital de trading parce que voilà, ça devient maintenant de l'investissement. Mais pour le moment, il est 100% resté en cash. Donc voilà, racheter ces niveaux-là, si vous n'êtes pas rentré, oui. Pardon, au cas où. Mais à quelle notion de pourcentage, etc. Enfin voilà. Excusez-moi, j'ai mangé en fait. D'ailleurs, je vais clôturer cette vidéo parce que sinon je vais parler pendant 1 heure, ça va être un peu long et tout, etc. On reparlera de toutes ces choses-là demain. L'investissement, on fera une vidéo dédiée, etc. C'est juste que je m'emballe et je continue à parler, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne en allant éventuellement utiliser nos comptes d'affiliation pour ouvrir des comptes ou trader, les 2 partenaires étant Bybit et Bitget. Et en passant par les liens de la chaîne, vous aurez 15% de réduction sur vos frais de trading. Ça, c'est important pour la chaîne puisqu'on est vraiment ici sur littéralement quelque chose qui pour le coup peut représenter à terme un business model et me permettre de passer de plus en plus de temps sur les vidéos.
La chose suivante aussi il faut savoir, oui, pourquoi je rote tout le temps, c'est qu'en fait, je mange très rarement des fast-food, et aujourd'hui j'ai mangé un fast-food, et donc ça m'amène à la question du jour. Est-ce que vous, voilà, on va faire plus simple puisque ça va être un peu comme Mac ou PC ou ce genre de questions. Il y a trois possibilités. Soit vous détestez les fast-food, et de toute façon vous n'y allez pas, donc ça c'est très bien. Moi j'en fais très peu, mais j'aime bien ça de temps en temps. Voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Et en l'occurrence, quelle est entre McDo et voilà, est-ce que vous êtes plutôt McDo ou Burger King pour ceux qui font du fast-food, et ceux qui font pas du fast-food, bah dites que vous faites pas du fast-food. Ça sera ça la question à la con du jour. En fin de vidéo, je pose toujours une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du BTC. Ça fait des commentaires très marrants, très hétéroclites, je trouve, sur la chaîne, quand on voit finalement à chaque fois que les gens répondent à ces questions-là, et ça me fait beaucoup rire, et ça nous permet de parler d'autre chose que du Bitcoin. De temps en temps, il y a le Discord pour ça, il y a des tas d'autres endroits. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était encore une fois très longue, mais je pense qu'on a vu, on a fait un peu un tour d'horizon, on a avorté un petit peu la liquidité. C'est dommage parce que j'aime bien la faire quand même à chaque fois. Mais voilà, c'est tout pour moi. J'arrête de parler, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Portez-vous bien, à très bientôt.